Aujourd'hui, on va s'intéresser à une expérience assez incroyable s'il en est. L'objectif, faire écraser un avion. Nous sommes en 2012 et cela fait maintenant 4 ans qu'une équipe composée d'ingénieurs, de scientifiques et de pilotes d'essai s'affaire à la préparation d'un vol un peu particulier qui, vous l'aurez compris, va volontairement précipiter un avion au sol. Alors pourquoi une telle folie, me direz-vous? Le but de ce test est en réalité de permettre pour la première fois l'observation et l'analyse de ce qu'il se passe à l'intérieur d'un avion lors d'un crash. Et pour réaliser une telle expérience, il y a un paquet de choses à préparer. L'une des premières questions à se poser, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on va planter l'avion. Et accessoirement, d'avoir les autorisations pour le faire. Et c'est ainsi que l'équipe de recherche va planifier son scénario dans une zone au nord-ouest du Mexique, proche de la ville de Mexicali. Et vu qu'il faut beaucoup de place, ça se comprend, quoi de mieux qu'un lac asséché entouré de relief. Bon, c'est bien joli tout ça, mais pour faire écraser un avion, faut-il déjà en avoir un? Et le choix va se porter sur un Boeing 727, très proche des avions modernes, son plus ressemblant étant le 737 très utilisé de nos jours et du même constructeur puisqu'il partage un fuselage et un cockpit identique. Le fait de choisir un avion très proche de ceux utilisés majoritairement aujourd'hui, c'est de pouvoir assez facilement extrapoler les observations, les analyses et les conclusions à d'autres avions ayant une structure, des équipements ou encore un aménagement cabine très similaire. Et c'est un peu tout le but de cette expérience, j'ai envie de dire. Un autre élément très intéressant avec cet avion, c'est qu'il est équipé d'une ouverture à l'arrière de la cabine qui permettra à l'équipage d'évacuer l'appareil sans risquer de se tanker dans une aile ou dans un moteur en sautant en parachute. L'appareil sera piloté par le capitaine Jim Bob Slocum. Pilote expérimenté et particulièrement sur Boeing 727 où il y a passé 8 ans de sa carrière, et ayant survécu à 3 crashs, on peut dire que le bougre était quand même tout désigné pour cette mission. Surnommé Big Flo, le Boeing 727 aura à son bord 3 membres d'équipage. Le commandant de bord donc, un copilote et un mécanicien navigant. Ils auront pour mission de décoller et de voler en direction du sud où ils devront quitter l'avion en sautant en parachute quelques minutes avant l'impact. Mais la question que l'on peut se poser, c'est durant les dernières minutes de vol, alors qu'il n'y a plus personne dans l'avion, comment augmenter le taux de descente de l'appareil et être sûr que l'avion conserve une bonne trajectoire vers la zone choisie pour le crash? La solution, ceci. Oui, une radiocommande qu'on utilise pour l'aéromodélisme et qui est normalement conçue pour faire voler des trucs comme ça. Et c'est un certain Chip Shanley qui incombera la lourde tâche de piloter le Boeing 727 dans les dernières minutes. Et l'opération est délicate. C'est peu dire. La phase est particulièrement cruciale puisqu'il devra suffisamment augmenter le taux de descente, environ 2000 pieds minutes, soit 4 fois le taux normal pour générer une force d'impact suffisamment importante pour que l'expérience soit concluante, mais pas trop sous peine de désintégrer l'appareil. Le but de ce test, c'est tout de même de pouvoir analyser entre autres quelle serait la proportion de passagers qui survivraient et surtout lesquels. Si un impact, l'avion finit en confetti et qu'il n'y a aucune chance de survie pour les occupants, c'est 4 années de préparation perdues et beaucoup d'argent parti en fumée. Un système de commande a donc été mis au point pour pouvoir piloter Big Flo à distance. Le principe est encore une fois le même que pour les avions de modélisme. Installer des servomoteurs qui seront actionnés par la radiocommande et qui déplaceront les tringles qui elles-mêmes sont reliées aux gouvernes de l'avion. Chip Shanley pourra ainsi actionner les gouvernes, lui permettant de diriger le Boeing 727 en tangage, en roulis, mais également d'avoir la main sur la poussée des moteurs. Sauf qu'il y a quand même un petit problème avec ce système. La portée de la radiocommande est assez faible. Alors comment on fait ? La solution est toute trouvée en réalité puisqu'il suffira d'utiliser un deuxième avion plus petit dans lequel se trouvera Chip Shanley et un autre pilote qui devra suivre le Boeing 727 pendant tout son vol. Et l'avion choisi est un Cessna 337. Enfin il suffira, la stratégie est assez compliquée en réalité puisque la vitesse du Cessna lui permet tout juste de suivre le Boeing 727 et il devra rester à une distance de 50 mètres sous peine de perdre la liaison. Va quand même falloir être précis. Bon, je vous propose de voir les différentes étapes du vol. Big Flo décollera de l'aéroport international Général Rodolfo Sanchez Taboada, puis montera en altitude pour atteindre 6000 pieds en direction du sud. 30 minutes avant l'impact, le copilote et le mécanicien navigant sauteront en parachute. Jim Bob Slocum, alors seul à bord, débutera une descente normale environ 500 pieds minutes. Arrivé à 3000 pieds, il donnera les commandes à distance à Chip Shanley pour contrôler la trajectoire de l'avion vers la zone choisie. 3 minutes avant l'impact, Jim Bob sautera en parachute. Et Chip Shanley pourra alors augmenter le taux de descente pour viser au mieux 2000 pieds minutes. C'est donc le 27 avril 2012 que Big Flo est devenu le plus gros avion radiocommandé de l'histoire. Et pour son dernier vol, il a percuté le sol à une vitesse de 230 km/h avec un taux de descente de 1500 pieds par minute, soit moins que ce qui était prévu, et Chip Shanley a raté la piste. Mais l'expérience est une réussite totale. Et l'avion n'a même pas pris feu, laissant ainsi le champ totalement libre à l'équipe pour étudier les décombres. Bref, 4 années de préparation qui se finissent par un crash réussi. Et j'en reviens même pas d'avoir dit cette phrase.
L'impact a été très ressemblant à ce qu'il se passe dans beaucoup d'accidents. Et on peut d'ailleurs observer que la structure a plutôt bien résisté au choc. Cependant, une chose saute aux yeux. Beaucoup de câbles et de panneaux se sont détachés, autant d'objets qui, pendant le choc, peuvent voler à l'intérieur de la cabine et blesser les occupants. Un autre aspect négatif, c'est que tous ces éléments peuvent énormément gêner les passagers lors de l'évacuation, que ce soit au niveau de l'allée principale qu'au niveau des issues de secours, et particulièrement pour les passagers ayant été blessés lors du crash. Et au niveau des blessés, il y a pas mal de choses à retenir de cette expérience. Des mannequins étaient disposés de différentes façons, certains en position de sécurité, d'autres assis normalement. L'expérience a permis de montrer et de confirmer l'efficacité de la position de sécurité à adopter lors d'un crash. Les mannequins qui étaient dans cette position s'en sont sortis avec des blessures mineures. Cependant, comme le mannequin que l'on voit ici, qui est assis de manière classique, s'est vu projeté en avant lors de l'impact et sa tête est venue frapper brutalement le dossier devant lui, entraînant probablement un bon gros traumatisme crânien des familles. Une autre observation, c'est qu'il est également plus exposé et donc plus vulnérable aux objets volant dans la cabine. Et comme on peut le voir ici, il est violemment percuté par un débris, ce qui ne serait pas arrivé s'il avait été en position de sécurité. Le test était également l'occasion d'observer un phénomène bien connu lors des crashs, l'effet sous-marin. Les passagers qui ne s'attachent pas pendant ce type d'accident disparaissent littéralement en glissant sous le siège devant eux, leur infligeant d'importantes blessures. Donc la ceinture, c'est comme en voiture, ça sauve des vies. Mais l'expérience a permis de mesurer précisément ce qui représente le facteur principal de la mort des passagers, la force générée par la brusque décélération de l'avion. Et les résultats sont sans appel. Dans ce type de crash, les accéléromètres placés dans l'avion ont montré que les passagers placés à l'avant de la cabine ont subi une force 2 fois supérieure par rapport à ceux assis à l'arrière. Certains sièges ont carrément été projetés à plus de 100 mètres de la zone d'impact, ne laissant aucune chance à leurs occupants. Et le cockpit et les premiers sièges ont même été complètement séparés du reste de l'avion. Alors que faut-il retenir de cette expérience? Premièrement, si ce crash avait eu lieu en conditions réelles, les 3/4 des passagers auraient survécu. La majorité des victimes à déplorer auraient été celles placées à l'avant de l'appareil. Les blessés au centre et ceux à l'arrière auraient même pu s'en sortir sans aucune blessure. Mais tous les crashs sont différents et il n'est clairement pas possible de généraliser ces résultats. Finalement, c'est plutôt la manière dont l'avion va toucher le sol qui impactera de façon plus ou moins importante telle ou telle zone de l'appareil. Cependant, d'un point de vue statistique, l'avant de l'avion est souvent le plus touché. Et c'est en partie pour cette raison que les enregistreurs de vol, les fameuses boîtes noires, sont placés dans la queue de l'avion. Un autre élément dont on a parlé un peu plus tôt, c'est les nombreux câbles et panneaux qui se sont détachés et qui rendent l'évacuation d'un avion difficile. Une observation qui a poussé les constructeurs à revoir l'élaboration des cabines des avions de demain. Si on devait donner un conseil, outre le fait de suivre les démonstrations de sécurité présentées par le personnel navigant commercial, ce serait de lire même rapidement la fiche plastifiée comportant les consignes de sécurité situées dans la pochette juste devant vous. Vous pourrez y retrouver entre autres les différentes positions de sécurité à adopter lors d'un atterrissage forcé, mais également tout un tas d'informations utiles dont l'emplacement des issues de secours et essayer de jeter un petit coup d'œil dans la cabine histoire de repérer celle qui est la plus proche de vous, ce qui vous permettra en cas d'évacuation de sortir plus rapidement. Et pour finir, si vous avez le moindre doute, la moindre question lors de vos voyages en avion, n'hésitez pas à la poser au personnel de cabine qui se fera un plaisir de vous répondre. Oh putain, il est de retour.